Bonjour, toute entreprise, que ce soit une petite start-up ou un mastodonte de l'industrie, a une sorte de boîte à outils pour bâtir son futur. Et dans cette boîte, l'outil le plus important, c'est la stratégie. Aujourd'hui, on ne va pas juste se contenter de regarder ces outils. Non, on va les assembler ensemble pour vraiment saisir comment une entreprise fait pour non seulement survivre, mais aussi pour réussir dans un monde qui, on le sait, n'arrête pas de bouger. Voilà, cette citation, elle résume tout en fait. La stratégie, c'est vraiment un jeu d'équilibriste. D'un côté, il faut être sur l'offensive, être compétitif, innover, bref, attaquer. Et de l'autre, il faut se protéger, défendre ses positions, assurer sa sécurité. C'est justement cette tension permanente entre attaque et défense qui rend la stratégie aussi passionnante et absolument vitale. Alors, voilà le programme. D'abord, on va se demander, c'est quoi au juste la stratégie d'entreprise? Ensuite, on ouvrira la boîte à outils. Le premier, c'est pour regarder ce qui se passe dehors, le deuxième pour faire le point à l'intérieur, et à la fin, on verra comment tout ça s'assemble pour créer une stratégie qui tient la route. Bon, première question, pourquoi est-ce que la stratégie est si essentielle? Eh bien, tout simplement parce qu'une entreprise, elle n'est jamais seule sur une île déserte. Elle évolue dans un environnement qui change tout le temps, un environnement rempli de défis, mais aussi d'opportunités. Et la stratégie, c'est un peu sa boussole, ce qui va lui permettre de naviguer et de garder le cap. Alors, si on devait la définir, ce serait ça. La stratégie, c'est l'ensemble des grands choix qu'une entreprise fait pour s'adapter à son environnement. Et attention, ce ne sont pas des petites décisions, ce sont des choix qui l'engagent sur le long terme. On parle de plusieurs années. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire décider où l'on va mettre ses ressources les plus précieuses. Le temps, l'argent et bien sûr les compétences des équipes. Ok, passons à notre premier outil. C'est un grand classique. Imaginez-le comme un télescope pointé sur le marché. C'est un modèle développé par Michael Porter et son but, c'est de nous aider à comprendre comment la compétition fonctionne dans un secteur donné. Parce qu'avant de savoir où aller, il faut d'abord bien comprendre le terrain de jeu, bon? Et ce qui est super intéressant avec l'approche de Porter, c'est qu'il a une vision très large de ce qu'est un concurrent. Pour lui, ce n'est pas juste l'entreprise qui vend exactement le même produit. Non, un concurrent, c'est n'importe quel acteur qui peut potentiellement réduire la capacité de l'entreprise à faire du profit. C'est toute force qui vient en quelque sorte grignoter les marges. Et pour analyser ça, il a défini 5 forces. Et les voilà, ces fameuses 5 forces, ensemble elles dessinent le paysage concurrentiel et déterminent à quel point un secteur est rentable ou pas. Allez, on va les regarder une par une. Première force, le pouvoir des clients. C'est simple. Quand les clients ont le dessus, ils peuvent faire pression sur les prix. C'est le cas par exemple s'ils sont très peu nombreux face à une multitude de vendeurs. Pensez à la grande distribution. Quelques grandes enseignes face à des milliers de fournisseurs. Forcément, ce sont elles qui dictent les règles du jeu, qui exigent des prix bas et qui au final pressurisent la rentabilité de tout un secteur. Deuxième force, c'est l'exact opposé, le pouvoir des fournisseurs. Là, c'est eux qui ont la main. Imaginez qu'il n'y ait qu'une poignée de fournisseurs pour une pièce absolument essentielle. Eh bien, ils peuvent augmenter leur prix comme ils le veulent. Et qu'est-ce qui se passe? Ils captent une grosse partie de la valeur. Et les entreprises se retrouvent avec des marges toutes petites. Troisième force, et celle-ci est piégeuse, la menace des produits de substitution. Attention, on ne parle pas d'un concurrent direct. Non, un substitut, c'est un produit qui vient d'un tout autre marché, mais qui répond aux mêmes besoins. L'exemple parfait, c'est le smartphone. Il a littéralement balayé le marché des consoles de jeux portables, des GPS, des appareils photo compacts. C'est une menace redoutable parce qu'elle vient souvent de là où on ne l'attend pas. Quatrième force, la menace de voir arriver de nouveaux concurrents. En gros, est-ce que c'est facile ou difficile d'entrer sur ce marché? Dans certains secteurs, c'est quasi impossible. Pensez à l'industrie pharmaceutique ou à l'automobile. Il y a ce qu'on appelle des barrières à l'entrée énormes, des brevets, des usines qui coûtent des milliards, des marques établies depuis des décennies. Tout ça, ça protège ceux qui sont déjà là. Et enfin, la cinquième force, la plus évidente, la rivalité directe entre les concurrents qui sont déjà sur place. C'est la bataille de tous les jours. Et cette bataille devient vraiment féroce, souvent une véritable guerre des prix, quand le marché ne grandit plus beaucoup et que, franchement, tous les produits se ressemblent un peu. Bon, maintenant qu'on a utilisé le télescope de Porter pour cartographier le monde extérieur, il est temps de regarder à l'intérieur de l'entreprise. On change d'outil. On sort une sorte de carte de nos propres activités. C'est la fameuse matrice BCG du Boston Consulting Group. Elle va nous aider à faire le tri dans notre portefeuille de produits et à décider où mettre notre énergie et notre argent. La voilà. Au premier abord, c'est juste une grille, mais elle est incroyablement puissante. C'est simple.
L'axe vertical mesure la croissance du marché. Est-ce que c'est un secteur qui explose ou qui stagne? C'est son potentiel d'attraction. L'axe horizontal, lui, mesure notre force sur ce marché, notre part de marché par rapport aux leaders. Et ce croisement nous donne 4 grandes catégories pour classer toutes nos activités. Commençons en bas, sur les marchés à faible croissance. À droite, on a les vaches à lait. Ce sont nos champions sur des marchés matures. On est leader, le marché ne bouge plus trop, donc on n'a plus besoin d'investir des fortunes. Résultat, ça rapporte un maximum de cash. C'est l'argent des vaches à lait qui va financer le reste. Et à gauche, les poids morts. Faible part de marché, faible croissance, ils ne rapportent rien et peuvent même coûter de l'argent. Souvent, la question c'est est-ce qu'on ne ferait pas mieux de s'en débarrasser? Maintenant, passons en haut, là où les marchés sont en pleine croissance. À droite, les vedettes. Là aussi, on est leader, mais sur un marché qui explose. Du coup, il faut investir, investir, investir pour rester devant. C'est un peu un pari sur l'avenir parce que les vedettes d'aujourd'hui sont les vaches à lait de demain. Et enfin, à gauche, la case la plus compliquée, les dilemmes. On est sur un supermarché, mais on n'est pas leader. C'est le grand point d'interrogation. Est-ce qu'on met le paquet pour en faire une vedette ou est-ce qu'on jette l'éponge au risque que ça devienne un poids mort? C'est un choix stratégique majeur. Alors voilà, on a nos 2 outils, mais le point le plus important à retenir, c'est qu'aucun de ces modèles n'est une baguette magique. Le secret d'une bonne stratégie, c'est de savoir les combiner, de comprendre ce qu'ils peuvent apporter, mais aussi de connaître leurs limites. Parce que oui, la matrice BGG n'est qu'un outil parmi d'autres. Il en existe plusieurs, comme ceux d'ADL ou de McKinsey, et chacun a sa propre philosophie. Pour faire simple, le BCG part du principe que pour gagner, il faut être le plus gros pour avoir les coûts les plus bas. D'autres modèles, comme celui de McKinsey, mettent plutôt l'accent sur la différenciation, sur le fait d'être unique. Un bon stratège, finalement, c'est quelqu'un qui a plusieurs outils dans sa caisse et qui sait lequel sortir au bon moment. Et même un monument comme le modèle de Porter a ses limites. Si on y réfléchit, tout son vocabulaire, c'est celui de la confrontation, de la guerre. On parle de menaces, de pouvoir, de rivalité. C'est une vision très chacun pour soi. Ça laisse un peu de côté tout ce qui est collaboration, partenariat, création d'écosystèmes, des stratégies qui sont devenues absolument centrales dans le monde d'aujourd'hui. Justement, pour contrebalancer cette vision de Porter très tournée vers l'extérieur, il y a une autre grande école de pensée qu'on appelle l'approche par les ressources. L'idée ici est complètement différente. Elle dit que le véritable avantage, celui qui dure, ne vient pas de la place qu'on occupe sur le marché. Il vient de ce qu'on a à l'intérieur, des ressources et des compétences uniques que les autres ne peuvent pas copier. Ça peut être une culture d'entreprise, un savoir-faire particulier, une technologie. Bref, on ne regarde plus de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Et tout ça nous amène à une question de fond pour conclure. Ces outils géniaux, qui ont été pensés pour un monde industriel assez stable, sont-ils encore valables aujourd'hui, dans notre économie numérique où tout va à une vitesse folle? La réponse n'est ni oui ni non, c'est plus compliqué. Ça nous rappelle juste une chose, la boîte à outils du stratège n'est jamais vraiment terminée. Les meilleurs ne sont pas ceux qui appliquent les vieilles recettes, mais ceux qui savent adapter les outils et parfois qui osent en inventer de nouveaux.